à tous, aujourd'hui on va parler du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, paru en 1949. Ce livre explore la condition féminine à travers une analyse philosophique et sociologique. Il remet en question les stéréotypes de genre et plaide pour l'émancipation des femmes, affirmant que leur destinée ne doit pas être basée et déterminée par leur genre, mais par leurs actions et leurs choix. Dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, elle explore en profondeur les mécanismes par lesquels la société est construite et maintient la subordination des femmes. Le livre est divisé en plusieurs sections, dont l'une des plus importantes que l'on présentera, qui s'appelle Destin. Cette section se penche sur les divers déterminismes biologiques, psychologiques et historiques qui influencent la condition féminine. Carlotta commencera par vous parler des données de la biologie. Ensuite, je poursuivrai en vous parlant du point de vue psychanalytique et Lucie continuera avec le point de vue du matérialisme et historique. Donc maintenant, je vais vous parler de la partie 1. Donc la partie 1 qui s'intitule « Les données de la biologie ». Et dans les données de la biologie, donc on a 4 idées qui sont développées. Donc, elle décrit la biologie de la reproduction en soulignant les différences entre les hommes et les femmes. Donc tout d'abord, la femme, elle est souvent associée à la passivité et à la réceptivité par son rôle biologique. En effet, ce sont celles qui portent l'enfant. Et souvent, cet argument a été utilisé pour justifier leur confinement à des rôles seulement domestiques. Au contraire, le rôle de l'homme est perçu comme actif et créatif dans la reproduction. Donc ils sont souvent vus comme les initiateurs et les producteurs. C'est un argument donc qui est utilisé pour justifier leur domination sociale. Pour développer cette idée de la reproduction, on peut citer « L'ovule est inerte, passif. Il est la proie du spermatozoïde agressif. Il est vrai qu'il s'efforce de le repousser, mais sa destinée est la défaite. Il consent. » Et donc cette citation montre l'argument de Simone de Beauvoir, qui est celui de dire que la biologie de la reproduction est souvent interprétée de manière à renforcer les stéréotypes de passivité féminine et d'activité masculine. Ensuite, le deuxième aspect développé est celui de l'interprétation culturelle. Simone de Beauvoir nous explique que les sociétés ont historiquement interprété ces faits biologiques de manière à subordonner les femmes. Les capacités reproductives des femmes ont été vues comme une justification pour les confiner à la maison et limiter leur participation à la vie publique. On peut alors citer « C'est en vain que les biologistes chercheront à comprendre la femme à travers l'ovaire ou l'utérus. Ils n'appréhendent jamais que des fonctions, ils la dissèquent dans son immanence. Ils oublient qu'elle se compose aussi des façons dont elle assume les données physiques et économiques. » Donc cette citation développe l'argument que la société elle utilise les faits biologiques pour justifier donc la subordination des femmes, les confinant à des rôles domestiques et limitant leur participation à la vie publique. Ensuite, Simone de Beauvoir développe une autre idée, celui de la femme et de l'animal. Elle explore les comparaisons entre ces deux, donc entre la femme et entre l'animal, que ce soit dans la littérature mais également dans la science. Et elle va souligner que ces comparaisons, elles ont souvent servi à déshumaniser les femmes, à les comparer à des animaux et à montrer qu'elles sont inférieures. Ça renforce donc leur subordination dans la société. Simone de Beauvoir dit « On peut dire que dans la reproduction humaine, l'élément femelle joue un rôle plus grand que dans la plupart des espèces animales. » Elle souligne que la simple réalité biologique de la femme ne justifie pas les comparaisons dégradantes avec les animaux, qui sont souvent donc utilisées pour renforcer leur position inférieure. C'est une comparaison qui déshumanise la femme. La dernière idée que Simone de Beauvoir développe est la critique de la biologie essentialiste. Simone de Beauvoir critique la tendance à utiliser la biologie pour justifier l'inégalité des sexes. Elle soutient que les rôles et les comportements des hommes et des femmes sont largement façonnés par la culture et la société, et non par la biologie seule. Pour elle, ce n'est pas la biologie qui détermine le destin des femmes, mais plutôt les structures sociales et les systèmes de pensée patriarcaux. Donc on peut citer « La biologie seule ne permet pas de comprendre ce qu'est une femme dans l'espèce humaine. Elle n'est pas déterminée comme organisme mâle,
Elle est déterminée ni par ses hormones, ni par les phénomènes psychiques, ni par les muscles. Donc, l'argument de cette citation est de dire que la biologie ne doit pas être utilisée pour justifier l'inégalité des sexes, car les rôles et les comportements sont largement façonnés par la culture et la société. En conclusion, cette première partie du chapitre sur le destin vise à démontrer que les différences biologiques ne doivent pas être utilisées pour justifier la subordination des femmes. Beauvoir appelle à une réévaluation des rôles des sexes en insistant sur l'importance de reconnaître l'influence des facteurs sociaux et culturels. Elle pose les bases d'une critique profonde des justifications biologiques de l'inégalité des sexes, ouvrant la voie à une réflexion sur la construction sociale des genres et l'émancipation des femmes. Son argument principal dit que les femmes sont définies en relation aux hommes, et cette définition est utilisée pour justifier leur subordination. En général, elle examine les faits biologiques concernant les femmes pour comprendre comment ces faits ont été interprétés et utilisés pour justifier la position des femmes. Elle ne nie pas les différences biologiques entre les sexes, mais elle insiste sur le fait que ces différences ne déterminent pas les destins des femmes. Donc, pour approfondir l'analyse psychanalytique de la deuxième partie de ce chapitre, il est pertinent de se concentrer sur les points suivants. Dans un premier temps, l'intériorisation des normes patriarcales. De Beauvoir explore comment les femmes, de leur enfance, intègrent les normes patriarcales à travers les interactions familiales et sociales. Du point de vue psychanalytique, ce processus peut être vu comme une intériorisation des attentes et des rôles genrés qui façonnent le surmoi féminin. Freud soutient le surmoi se forme en intégrant les interdits et les valeurs parentales. Dans une société patriarcale, ces valeurs incluent souvent des attentes de soumission et de dévouement chez les femmes, ce qui limite leur capacité à développer une identité autonome et pleinement réalisée. Deuxièmement, le complexe de castration. Selon Freud, le complexe de castration est une étape clé dans le développement psychosexuel des enfants. De Beauvoir critique cette notion en affirmant que le concept même de castration repose sur une vision phallocentrique qui valorise le masculin au détriment du féminin. Elle argue que cette idée contribue à la perception de la femme comme l'autre et inférieure par nature en déconstruisant ce mythe. De Beauvoir montre que la perception de l'infériorité féminine est une construction culturelle plutôt qu'une réalité psychologique ou biologique. Le troisième sous-point, le désir et l'autre. Lacan introduit l'idée que le désir est toujours le désir de l'autre. De Beauvoir utilise cette idée pour montrer comment les femmes sont socialisées à désirer à travers le prisme des attentes masculines. Elles sont souvent éduquées à chercher la validation et valeur dans les regards de l'homme, ce qui les aliène de leur propre désir et de leur subjectivité. Cette aliénation psychologique renforce leur position subordonnée dans la société. Donc, quatrième sous-point, les relations mère-fille et l'ambivalence. La relation mère-fille est complexe et ambivalente, souvent marquée par des sentiments d'amour et de rivalité. La psychanalyse souligne l'importance de cette relation dans la formation de l'identité féminine. De Beauvoir analyse comment les mères, en tant que première figure d'autorité féminine, transmettent consciemment ou inconsciemment les normes patriarcales à leurs filles. Cette transmission peut engendrer une ambivalence chez les filles, tiraillée entre l'identification à la mère et le désir de s'émanciper des rôles traditionnels. Et le dernier sous-point. Maintenant, nous allons passer au chapitre 3, le point de vue du matérialisme historique. Donc, le matérialisme est une approche de l'histoire qui est basée sur le travail et ses techniques. Beauvoir est convaincu que la moindre force physique et les grossesses de la femme ne sont pas un handicap à partir du moment où la société ne veut pas qu'elle en soit un. Elle distingue donc 3 phases dans l'histoire de la femme. L'âge de pierre où tout était mis en commun, où les hommes et les femmes se partageaient leurs tâches. Ensuite, nous avons l'ère de la propriété privée, où l'homme mit les femmes à sa disposition. Et enfin, le capitalisme qui a empêché les femmes de se hisser à égalité avec les hommes malgré les possibilités offertes par les machines. Le matérialisme historique ne voit que l'économie. Or, le lien entre propriété privée et infériorité de la femme ne peut qu'être arbitraire. Beauvoir examine comment les modes de production économique influencent la position des femmes dans la société.
Donc dans les sociétés pré-industrielles, la survie dépendait fortement du travail manuel, où la force physique était primordiale. Les femmes, souvent chargées des tâches domestiques de la reproduction, étaient considérées comme économiquement dépendantes des hommes. Ils étaient les principaux pourvoyeurs des ressources. Distincts, mais complémentaires. Les hommes étaient principalement responsables de la chasse, nécessitant de la force physique et de la mobilité, tandis que les femmes se chargeaient de la cueillette, de la préparation des aliments et des soins aux enfants. Ce partage des tâches était dicté par les exigences de survie et la nécessité de maximiser les ressources disponibles. Mais avec le développement de l'agriculture, les rôles économiques des hommes et des femmes se sont encore plus spécialisés. L'agriculture nécessitait des travaux lourds et une gestion des ressources sur de longues périodes, souvent gérées par les hommes. Les femmes, quant à elles, s'occupaient des tâches domestiques et de la reproduction. Cette division du travail a contribué à la perception des femmes comme dépendantes économiquement des hommes, renforçant leur subordination. L'industrialisation a marqué une transformation radicale des modes de production. Les hommes sont devenus les principaux acteurs de la production industrielle, tandis que le travail des femmes est resté cantonné au domaine domestique, considéré comme non productif car non rémunéré. Ce processus a intensifié l'inégalité économique entre les sexes, car les femmes n'avaient pas accès aux mêmes opportunités économiques que les hommes. La division sexuelle du travail est un aspect crucial du matérialisme historique. Beauvoir montre comment cette division a historiquement relégué les femmes aux tâches domestiques et reproductives, tandis que les hommes dominaient les sphères publiques et productives. Cette division a été institutionnalisée et justifiée par des systèmes de croyances et des idéologies qui renforçaient la subordination des femmes. La division sexuelle du travail a été un outil de contrôle et de subordination des femmes. En confinant les femmes au travail domestique, la société a limité leur participation dans les sphères publiques et économiques. Beauvoir note que cette division n'est pas naturelle mais socialement construite, perpétuée par des structures patriarcales qui bénéficient de la subordination des femmes. Pour la dévalorisation du travail des femmes, le travail domestique, bien que crucial pour le bien-être de la société, est souvent dévalorisé parce qu'il n'est pas rémunéré. Cette dévalorisation contribue à l'invisibilité économique des femmes et à leur dépendance financière vis-à-vis des hommes. Beauvoir souligne que cette invisibilité est un pilier de l'oppression féminine. Pour le travail et l'identité féminine, la division sexuelle du travail affecte aussi l'identité des femmes. La société leur inculque des rôles et des comportements spécifiques qui renforcent leur position subordonnée. Le travail domestique est associé à des qualités féminines telles que la patience, la douceur et le dévouement, tandis que le travail productif est associé à des qualités masculines telles que la force et la rationalité. Simone de Beauvoir analyse également l'impact du capitalisme sur la condition féminine. Avec l'industrialisation et le capitalisme, le travail domestique des femmes a été dévalué parce qu'il ne produisait pas de valeur marchande. Les femmes étaient alors doublement exploitées, économiquement dans le marché du travail, donc souvent avec des salaires inférieurs et des conditions précaires, et socialement dans la sphère domestique, où le travail restait invisible et non rémunéré. Avec l'essor du capitalisme, les femmes ont commencé à entrer sur le marché du travail. Cependant, elles étaient souvent cantonnées à des emplois mal payés et précaires, comme la confection, le travail domestique rémunéré ou les services. Ces emplois reflétaient les mêmes divisions de genre présentes dans le travail domestique non rémunéré. Beauvoir parle également de la double journée des femmes, où elles devaient concilier travail salarié et responsabilité domestique. Cette double charge de travail est une forme d'exploitation unique aux femmes, car elles sont tenues de performer dans les deux sphères sans reconnaissance adéquate dans aucune d'elles. Le capitalisme a offert certaines opportunités pour les femmes de gagner en autonomie économique. Cependant, Beauvoir souligne que cette autonomie est limitée par des structures patriarcales persistantes qui continuent de restreindre leur pleine participation et reconnaissance dans l'économie. Le capitalisme, tout en créant des espaces pour la participation des femmes, perpétue également des inégalités de genre, en maintenant des hiérarchies salariales et en marginalisant les femmes dans les... Selon Simone de Beauvoir, les superstructures idéologiques et culturelles comme la religion, la philosophie, la morale, la littérature, jouent un rôle dans la perpétuation de l'oppression des femmes. Ces idéologies justifient et naturalisent les inégalités de genre en les représentant comme biologiques ou naturelles. Le matérialisme historique permet de comprendre ces idéologies comme des reflets de conditions matérielles et des relations de pouvoir existantes. Tout d'abord, avec la religion et la philosophie, les systèmes religieux et philosophiques ont historiquement justifié la subordination des femmes. Par exemple, dans de nombreuses religions, les textes sacrés et les doctrines ont souvent prescrit des rôles de genre distincts et inférieurs pour les femmes, les assignant à des positions de soumission et des services
aux hommes. Beauvoir analyse comment ces systèmes de croyances ont institutionnalisé la hiérarchie des genres. La littérature et les mythes culturels jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions de genre. Beauvoir examine des œuvres littéraires et mythologiques pour montrer comment les femmes sont souvent représentées de manière stéréotypée, soit comme des figures dévouées et sacrifiées, soit comme des objets de désir masculin. Ces représentations renforcent des idéologies patriarcales en normalisant et en glorifiant les rôles subordonnés des femmes. L'éducation et la socialisation sont des mécanismes puissants pour la transmission des normes de genre. Dès le plus jeune âge, les filles et les garçons sont socialisés dans les rôles distincts par la famille, l'école et les médias. Les filles sont souvent encouragées à développer des qualités et des compétences compatibles avec les attentes traditionnelles de la féminité, telles que la douceur et la domestication, tandis que les garçons sont poussés vers des comportements plus compétitifs.